25 mai 1963 et aujourd'hui 25 mai 2024, cela fait exactement 61 ans que l'organisation africaine a vu le jour. Elle se fixe pour objectif de défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance de ses États membres, accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent. Cependant, depuis 2020, soit 3 ans en arrière, des pays africains sont en proie à des troubles. Au total, 7 coups d'État militaires sont enregistrés au cours des 3 dernières années, dont le Mali, la Guinée et le Gabon. Des soulèvements qui menacent la perspicacité de l'Union africaine. Donc l'Union africaine n'a pas de force de contrainte, mais c'est des résolutions que l'Union africaine prend parce que les pays membres sont membres de l'Union africaine et ils doivent appliquer à la règle certaines décisions, certaines résolutions du Conseil de paix et de sécurité. Malheureusement, pour la plupart des cas, ces décisions n'ont pas d'effet comme vous le dites, mais la population en souffre. Quand il y a des sanctions, c'est toujours la population qui en souffre. Quand on ferme les frontières ou je ne sais pas quoi, c'est toujours la population qui en souffre. Mais c'est peut-être l'une des faiblesses de notre organisation. Parce que c'est un sommet des chefs d'État, c'est un regroupement des chefs d'État. Il y en a qui parlent même d'un club des chefs d'État. Et généralement, quand ça arrive à un chef d'État, ils ne sont pas prêts à vouloir... faire en sorte que cet ancien chef d'État-là puisse vivre des situations qu'ils ne veulent pas voir se retrouver sur eux-mêmes. Donc par solidarité, et puis ils essaient de fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Mais les pays ne sont pas plus forts que l'organisation de l'unité africaine qui est devenue maintenant l'Union africaine. Malgré les défis qu'affronte l'institution chaque année, elle demeure l'une des meilleures organisations africaines, car depuis sa création en 1963, elle œuvre inlassablement pour éviter à l'Afrique des conflits inter-africains, a indiqué Dr Évariste Ngarlem Toldou. Cette déclaration du Premier ministre sortant, Dr Succé Masra, lors de la cérémonie de passation de charge au nouveau Premier ministre, Alamai Alinan, a suscité moult réactions sur le réseau bleu, notamment Facebook. Comment expliquer que pendant 5 mois passés à la primature, l'équipe de Succé Masra n'a rien touché des 7 milliards alloués pour ses besoins? Cette analyse politique voit une part d'illusion. Il est presque illusoire de croire strictement à ce que le Premier ministre sortant a dit, puisqu'il y a eu des missions, par exemple, qui sont réalisées. Donc il y a sûrement une partie de ce budget qui a été exécutée, mais peut-être directement par les services du Trésor public. Si pour Succé Masra, son équipe n'a pas pu utiliser le budget qui a été alloué pour le fonctionnement de la primature à cause du blocus de certains responsables de l'administration publique, qu'attend son successeur Alamai Alinan? S'il se dote d'un personnel déjà assez professionnel, cela pourra accélérer la machine. Ensuite, même s'il travaille avec le personnel actuel, qui a travaillé avec le Premier ministre sortant, il pourra aussi les briefer très rapidement pour que ces erreurs soient corrigées et éviter qu'on ne retombe dans des situations similaires. Une chose est sûre, les observateurs et les acteurs de la scène politique tchadienne attendent patiemment de voir comment le nouveau Premier ministre se prendra pour aider le président de la République dans la réalisation de ces chantiers. Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, entouré de ses proches collaborateurs qui a séjourné à Arras-Manguigne, a présenté un groupe de 6 malfrats arrêtés et leurs 5 armes de guerre à la presse. En effet, ces malfrats, depuis plus de 4 mois, mènent des actions criminelles et continuent à ôter le sommeil à la population de ce département, notamment des passagers à 2 roues, des conducteurs de véhicules et autres qui ne sont pas épargnés ce dernier temps dans cette zone. Pourquoi cette zone est devenue une terre propice à l'opération des malfaiteurs? Il faut dire que la zone est touffue, fait frontière avec la Centrafrique. Les routes reliant Arras aux autres villes sont impraticables, voire très difficiles et surtout à l'approche de la saison des pluies. Un groupe d'enfants a été intercepté au parc principal de Mongo alors qu'ils tentaient de rejoindre Abéché via Adjer pour aller à l'extérieur avec la complicité de quelques adultes. Les informations recueillies ça et là laissent penser qu'il s'agit d'un trafic d'enfants car ils ont été pris et déportés à l'extérieur de la ville pour y passer quelques jours avant d'être ramenés et confiés à un chauffeur pour leur transport à Adjer où les attendait un prétendu marabout.
Aussitôt informé, le préfet du département du Guéra, Salahaddin Ahmad Mahamat, a fait une descente au commissariat central de cette localité pour s'enquérir de la situation. Sur place, le père de deux des enfants qui semblent suspects a été placé en garde à vue. Lui, il s'appelle Josias. Il devra composer cette année le brevet d'études supérieures. Et il ne compte plus que des semaines pour affronter cet examen. Déficient visuel, il s'accroche au polycope et une tablette en braille pour ses révisions. Malgré son handicap, sa motivation et sa détermination restent inébranlables. Être d'abord dans cet état, c'est un peu difficile. Donc il faut d'abord qu'on nous dicte les cours. Il faut une personne d'abord à nos côtés pour nous dicter les cours, pour qu'on ait accès aux cours. Et pas seulement ça, mais on a aussi le niveau des transcriptions. Il faut d'abord une personne qui peut transcrire cette copie avant que le professeur n'ait accès à cette copie. Donc le problème se pose au niveau de la transcription et de nos guides, c'est-à-dire nos voisins qui peuvent nous dicter les cours. Les examens se préparent encore bien. Comme lui, ses amis également ont s'attellé à ses supports pour composer l'examen. Et pour les encourager, le directeur du centre, qui lui aussi vit ces conditions, estime que le handicap n'est pas une fin en soi. Nous encadrons les élèves en situation de handicap visuel et jusqu'aujourd'hui ce sont les écoles privées qui nous aident dans ce travail. Et moi comme plaidoyer, je voudrais que l'État essaie de créer une école publique qui doit former les élèves en situation de handicap visuel. L'appel Martin plaide auprès de l'État pour l'insertion socio-éducative des enfants en situation de handicap. Le cœur meurtri, Minda Lodei Dorcas s'est finalement remis à Dieu. 6 ans qu'elle n'a pas les nouvelles de son fils. Daoud Tinoran, le jeune garçon de 15 ans, est sorti de la maison le 9 octobre 2018. Il n'est plus revenu. Sa mère, ses frères et ses cousins ont remué terre et ciel pour le retrouver, mais en vain. Malgré le temps passé, Madame Dorcas garde l'espoir de revoir un jour son fils. J'ai sillonné beaucoup des endroits de N'Djamena. Je n'ai pas pu le trouver. Et ça fait déjà 6 ans aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment pu le trouver. Et on ne sait pas là où il se trouve, avec qui il se trouve, et où il se trouve, dans quelles conditions il se trouve. On ne sait pas. Mais en tant que chrétienne, j'ai seulement remis ça entre la main de Dieu. La seule chose que j'ai pu faire, c'est la prière. C'est la prière, j'ai dit, c'est l'enfant que Dieu m'a donné. Et je suis qu'une mère. L'enfant, Dieu m'a donné cet enfant. Là où il se trouve, Dieu sait. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, plus de 25 000 mineurs sont toujours portés disparus en Afrique et cette journée mondiale est célébrée pour remémorer leur nom et visage.